Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la 13e émission de Hashtag où on va parler de jeux vidéo et de tech. Et autant vous dire que cette semaine, il y avait de quoi faire. Voilà, il y avait de quoi faire. On va se faire 2 petits triple A, au moins 9 news tout droit venus du CES 2025 qui a eu lieu là ce mois-ci. Et puis on terminera avec 3 jeux indépendants. Voilà. Donc autant vous dire qu'on est bien quoi. On est bien, on a pas mal de choses à voir là ce soir. C'est une émission. Bon, je vais essayer de concentrer un petit peu hein, parce que je voudrais pas que la partie tech soit trop longue, mais franchement il y a des trucs très 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 intéressants qui ont été montrés au CES et ça aurait été quand même dommage de pas prendre un petit peu le temps de vous montrer certains produits. Donc écoutez, bon, installez-vous bien, prenez à boire quelque chose, hein, parce que là on en a pour un petit moment. Mettez-vous à l'aise et puis on va démarrer tout de suite avec les triple A. C'est parti. Alors, premier triple A de la semaine. Dynasty Warriors Origins. Alors, vous êtes un héros de la période qu'on appelle les Trois Royaumes, au IIIe siècle, dans une Chine qui est divisée. Les révoltes, elles sont présentes en masse sur les territoires. Vous êtes un héros qui est anonyme et amnésique, et vous allez affronter encore et toujours. Vous allez d'affrontement en affrontement dans ce jeu pour pouvoir aider les plus défavorisés. Donc votre maniement des armes, il est incomparable, mais vous savez ni pourquoi, ni de où vous détenez ce talent. Donc au cours des batailles, vous allez pouvoir manier jusqu'à 9 armes différentes, des plus lourdes jusqu'aux plus légères, qui vous seront données au fil du temps, et ça permet de pouvoir varier le gameplay. Pendant les batailles, vous allez pouvoir faire des charges sur des régiments de taille colossale, et vos attaques, elles vont vous mener à capturer des bases, vaincre des commandants des forces adverses, et aussi réaliser des quêtes secondaires. Voilà. Donc vous allez pouvoir utiliser pas mal de tactiques en combat. Pourquoi ? Parce que vos armes, elles vous donnent accès à des combos spéciaux. Donc votre sens du timing, il va être important pour pouvoir réaliser des parades et repousser vos ennemis. Et au-delà du combat de foule, on va dire, vous allez pouvoir aussi faire des affrontements en duel, un petit peu à la Ghost of Tsushima, vous voyez, pour essayer de faire un parallèle. Donc le jeu, il mise sur le gigantisme, il mise sur l'effet waouh qui va être provoqué par les batailles. Vous avez des rangs ennemis vraiment à perte de vue, des environnements qui vont être quand même variés. Et voilà, votre positionnement va être primordial dans la bataille et vous allez avoir des objectifs qui vont pouvoir apparaître au fur et à mesure de votre avancée. Et bon, le jeu, il se veut quand même assez épique dans sa présentation et on le ressent quand même plutôt bien, je trouve, dans ce trailer-là. Alors, évidemment, il y a quand même un point faible qu'on va pouvoir relever dans tout ça. Hein. Aucun jeu n'est parfait, sinon ça se saurait. Le point faible, potentiellement, ça peut être la répétitivité des batailles. On a des tests qui relèvent aussi parfois certaines difficultés quand votre personnage il va tomber en mêlée. Et vous allez avoir l'armée adverse qui va être tellement énorme en fait que vous allez vous faire écraser comme ça en chaîne et vous allez avoir du mal à vous relever pour retourner rapidement dans la bataille. Ça c'est un petit peu dommage, même si ça peut se comprendre, mais c'est quand même un petit peu dommage. C'est pas grand chose. Aussi, qu'est-ce qu'on a d'autre qui est dit ? On a vraiment beaucoup de personnages dans le jeu, et peut-être même trop. Sachant qu'on est dans une période historique qui se veut quand même très complexe. Tous les personnages, en plus de ça, ne sont pas forcément d'une importance capitale. Et dans cette masse, on peut perdre un petit peu les joueurs, notamment dans les premières heures de jeu. Les premières heures de jeu, elles sont décrites comme un peu difficiles quand même.
On vous balance plein de choses comme ça, enfin c'est le bordel. Si vous voulez, c'est un peu comme un premier épisode de Game of Thrones où vous comprenez rien parce qu'il y a trop de choses, vous voyez, le temps que ça se mette en place, quoi. Et en plus de ça, quand vous allez d'un personnage à l'autre, il y a un autre problème qui peut se soulever, c'est que malheureusement, il y a des qualités d'écriture des personnages qui ne sont pas égales. Donc vous le ressentez encore plus, ce décalage, et bon, une fois de plus, c'est dommage. À part ça, le jeu, il est décrit comme spectaculaire. Il y a des très belles animations de combat. La bande-son, elle est pépite. On laisse quand même une part très très belle à la progression du personnage. Il y a beaucoup d'arbres de talent. Vous allez avoir aussi plusieurs fins à trouver dans le jeu et même des true endings. Et il semblerait que le New Game Plus il soit quand même très bien pensé parce qu'il vous permet de redémarrer à partir de n'importe quelle bataille majeure que vous avez faite. Et aussi d'autres petites choses à côté, mais bon, on va pas tout dire. Donc vous allez garder la puissance que vous avez acquise. Donc en plus de ça, ça peut rendre certaines batailles, alors plus fun, je sais pas, mais en tout cas plus marrantes que la première fois, parce que avec votre puissance accumulée, si vous retournez vachement tôt dans les batailles, vous allez littéralement écraser les ennemis, quoi. Et quand on voit la foule qu'il y a, je pense que ça peut faire des très très belles scènes, voilà. En tout cas, en l'état, le jeu, il est vraiment jugé très généreux par les critiques, et vraiment bien réalisé. On est sur une note qui est à 17 sur 20 sur PC, 16 sur 20 sur console, pour la presse. Et du côté des joueurs, quand on regarde, c'est une folie. Alors, j'ai pas re-regardé aujourd'hui, mais hier soir encore, on était à 96% d'évaluation positive, c'est un carton plein. Donc voilà, il y a quelques ajustements à faire par-ci par-là, mais vraiment les joueurs, ils le décrivent comme le meilleur de la saga. Donc, a priori, si vous aimez, vous pouvez y aller. C'est tout droit. Normalement, il n'y a pas de raison que ça ne vous plaise pas. Si vraiment vous êtes attiré par ça à la base, il se pourrait que vous passiez un très 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 bon moment. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire de ce Dynasty Warriors. Et c'est vrai que ouais, ça a l'air plutôt chouette. Moi, je suis pas sûre que ça me corresponde. Je suis pas sûre de m'y retrouver là-dedans. Mais c'est vrai que, bon, des images qu'on en voit, ça a l'air quand même sympa. Voilà pour ce premier triple A. Alors on va passer au deuxième. Alors, le deuxième, ça va forcément vous plaire. Parce que le deuxième, c'est le Big N, comme on dit. C'est celui qui a fait parler de lui cette semaine. Nintendo. Et qu'est-ce qu'ils ont sorti, Nintendo, cette semaine? Bon, à part leur annonce de la Switch 2, mais ils ont sorti Donkey Kong. Alors on y va, c'est parti pour Donkey Kong. Alors, vous voulez de l'action, vous voulez de la plateforme, et il y a Donkey Kong et Diddy Kong qui sont prêts à vous en donner. Et en plus de ça, avec une quête absolument folle. Hein. Ils se sont fait voler leurs réserves de bananes. Alors il faut partir à l'aventure à travers toute l'île pour pouvoir les récupérer parce que c'est primordial, d'accord? La réserve de bananes, on déconne pas avec ça. Et en plus de ça, alors c'est la tribu Tiki Tak qui est en cause. Donc vous allez pouvoir vous lancer dans une track absolue, en solo ou alors en coopération locale, à travers pas moins de 80 niveaux quand même. Je trouve que c'est assez colossal, c'est plutôt généreux. Et donc chaque niveau, vous allez avoir votre petit lot d'obstacles à surmonter avec des barrières, des chariots, des tonneaux fusées, des chevauchés en rhinocéros, enfin voilà, il y a tout ce qu'il faut. Hein, tout ce qu'il faut. Donc c'est une belle aventure, c'est beaucoup de fun. Pour une licence qui, a déjà très largement fait ses preuves chez les joueurs, donc il n'y a aucun doute là-dessus. Le trailer, très sincèrement, c'est quand même une bouffée d'air frais, on peut se le dire, hein, en tout cas pour les adorateurs de jeux d'aventure platformer, on y est. On est dans quelque chose qui est totalement maîtrisé par Nintendo. J'ai quand même un regret, je vous cache pas, la voix off du trailer là. Elle est pas dingo, hein. La voix off du trailer. Alors malheureusement on est habitué avec Nintendo. On est quand même pas loin de l'IA, hein, tellement ça paraît pas naturel, mais bon. Nintendo c'est familial,
Il paraît que c'est comme ça qu'il faut parler aux enfants, hein, pour qu'ils comprennent ce qu'on dit, donc... Mais attention, Bon, ces niveaux allez. spéciaux vont mettre votre Mais en tout cas, sang-froid c'est ce qu'ils font à chaque rude. fois. C'est vraiment mon seul regret. Hein. Ça n'a rien à voir avec le jeu, mais quand même, je trouve qu'ils pourraient essayer de mettre un peu plus de vie En agitant votre Joy-Con. dans les voix des trailers. Ça serait vraiment génial. Vous pouvez aussi unir vos Voilà, forces à voilà. deux encore. Alors, faut savoir que ce jeu-là, il a été sorti et ressorti sur Super NES, sur Wii, sur 3DS, sur Wii U, sur Nvidia Shield. Et ça aurait quand même été dommage de rater le coche et de pas le sortir sur Switch quand même. Donc, il n'y a plus qu'à espérer qu'il apporte plein de choses, ce jeu. Hein? Donc, à part l'évidence, c'est-à-dire bon, une gigantesque amélioration graphique. Ça, c'est l'évidence même. Il y a des visuels qui sont plus détaillés, c'est beaucoup plus fluide. On sent le petit pic, on sent ou pas? Hein, léger, oh léger. Léger. Concrètement, le jeu que vous avez connu, si vous l'avez connu, fondamentalement, il va rester le même. Hein. Il va pas y avoir des changements fous. Pourquoi? Bah parce que c'est un remaster, ce n'est absolument pas un remake. Alors par contre, on a l'utilisation des Joy-Con quand même qui reste sympa, si vous avez envie de tambouriner un peu sur des trucs. Mais si vous jouez à manette standard, c'est pareil. Voilà. Désolé. En tout cas, pour un jeu qui est déjà sorti autant de fois, on aurait quand même préféré avoir un nouvel opus hein, qui arrive. Les joueurs sont quand même un petit peu déçus dans le fond, quand on va lire un petit peu les avis. Mais en même temps, ils sont contents de pouvoir refaire ce jeu qui pour eux est totalement un jeu de cœur, hein, et dans cette qualité-là. On peut quand même aussi voir le positif pour les nouvelles générations, qui vont pouvoir découvrir le jeu, tout simplement. Ou même pas forcément que les nouvelles générations, parce que typiquement, moi, Donkey Kong Country, je ne l'ai jamais fait. Voilà. Et cette présentation, eh ben, franchement, elle donne envie. Voilà. Je me verrais très bien le faire. Sans aucun problème. Un bon petit platformer comme on les aime, il n'y a aucun souci. Et bon, il y a quand même quelque chose de terrible dans cette histoire. Et le truc terrible, c'est 60 € sur le Nintendo eShop. 60 € les amis, prenez votre remake de remake de remake, 60 balles. On est toujours dans l'abus hein, chez Nintendo quand même, un petit peu, on souffle. À ce prix-là, tu vends du neuf, d'accord bon, après il est vendu 45 € en physique, heureusement, ça rattrape un petit peu. Mais quand même, 45 € en physique, à ce prix-là, tu as la trilogie Crash Bandicoot, tu as la trilogie Spyro, qui ont été refaites typiquement chez PlayStation, et tu as 3 jeux à chaque fois, à ce prix-là. Là, Nintendo, 60 balles, un jeu qu'ils ont déjà fait 3 fois, allez c'est parti, on y va. Donc écoutez, c'est vous qui voyez, après les promotions chez Nintendo, c'est vrai que ça reste quand même assez rare. Essayez de privilégier le physique si vraiment vous voulez le jeu. Hein, ce sera toujours 15 € de moins sur la balance. Mais voilà, sinon il n'y a plus qu'à attendre la Switch 2. Hein, et peut-être qu'on aura une line-up de sortie qui sera complètement réchauffée aussi. On ne sait pas. On ne sait pas parce que Nintendo fait des annonces, mais en fait ils annoncent rien. Voilà, Nintendo, ils nous mettent juste un visuel de la Switch 2. On voit un Mario Kart qui tourne dessus, qui d'ailleurs n'avait pas l'air transcendant d'après les images, ça fait un petit peu peur. Bon, il y aura peut-être 24 joueurs sur la ligne de départ, on ne sait pas. Mais les décors, en tout cas du circuit qu'on voyait sur la présentation de la console, je trouve que c'était pas ouf. Voilà. On n'aurait pas dit un nouveau Mario Kart tout beau tout neuf. On aurait dit un vieux circuit. Mais bon, on sait pas, pour l'instant on n'a rien vu, on peut pas trop juger non plus. Et bon, ce qui est dommage, c'est qu'il va falloir attendre jusqu'au mois d'avril, quoi. Je trouve que le 2 avril, ça fait quand même un peu tard. Au vu du nombre de leaks qu'il y a actuellement. On connaît déjà tout de la console alors qu'elle est même pas sortie. Pour faire leur annonce, ils ont littéralement balancé un tweet à l'arrache totale où ils ont marqué des nouvelles de Nintendo et ils ont mis le trailer en dessous.
point à la ligne. Enfin, vraiment, j'ai trouvé ça choquant. Pour l'annonce d'une nouvelle console, d'en faire aussi peu, alors j'imagine il doit quand même y avoir un dégoût et un énervement colossal pour les gens de chez Nintendo, qui ait autant de choses qui fuitent et tout. Franchement, c'est indécent. C'est indécent et les gens qui leak devraient vraiment avoir honte de faire ça. Et puis en plus, c'est terrible parce que même pour nous, ça détruit toute une potentielle hype et tout. Enfin, voilà, on sait tout en avance, on n'a plus le temps de nous présenter quoi que ce soit, il n'y a plus de surprises, et je dis pas que pour Nintendo, c'est valable pour à peu près toute technologie qui sort de nos jours. Et je trouve que c'est un fléau, franchement. On n'a plus le plaisir de rien, on peut plus rien découvrir, voilà. On peut plus s'extasier devant un truc qui nous tombe dessus comme ça, bah non, parce qu'on avait déjà tout lu en avance, c'est quand même dommage. Mais enfin voilà. En tout cas, Donkey Kong Country, qui a l'air très sympa. Donc, je ne peux que recommander. Voilà. Si vous voulez donner de l'argent à Nintendo, celui-là est sympathique. Voilà. Allez, on passe à la suite. Alors, la suite, c'est la tech. Et là, on va aller sur un bon petit bout d'émission. Bon, là, c'est allé vite. On a mis un petit quart d'heure sur les AAA. Voilà, vous allez voir, très sympa. Il y a eu le CES 2025 ce mois-ci, là. Et donc, bah, on n'en a pas parlé la semaine dernière parce qu'en termes de date, ça faisait beaucoup trop juste. Donc, on se fait ça cette semaine et vous allez voir, il y a des innovations, des trucs très très sympas que je vais vous montrer. Alors, et coucou. Alors, je vais avoir à peu près 9, je crois, 9 innovations à vous montrer ce soir. Alors, la première, ça s'appelle Omnia. Alors, Omnia, qu'est-ce que c'est? Omnia, c'est ça. C'est un miroir ultra connecté qui est accompagné par une intelligence artificielle qui peut vous parler. C'est la marque Weaving qui a concocté ça. Et donc, ça permet d'avoir un suivi de santé qui va être réellement intégré à la vie quotidienne. Ça va analyser des indicateurs clés de santé, comme votre santé cardiaque, les tendances nutritionnelles, la composition corporelle, métabolique, la fonction pulmonaire, le suivi de l'activité physique, la qualité du sommeil, plein de choses. Et donc, si vous avez d'autres dispositifs connectés, comme des montres, des tensiomètres, des capteurs de sommeil, tout ça, et ben le miroir, il peut aussi récupérer leurs données pour pouvoir les intégrer au bilan. Et donc, vous pouvez afficher tous les jours votre bilan de santé complet. Et l'assistant vocal, lui, de son côté, eh ben, il donne des conseils, il répond à des questions, il peut même vous donner des encouragements. Et en cas de besoin, il peut aussi vous mettre en relation avec des professionnels de santé. Et j'entends des professionnels de santé. Il ne va pas vous mettre en lien avec une IA, hein, avec des vrais médecins, des professionnels de santé, avec un service de téléconsultation qui est intégré aussi. Voilà. Donc, un miroir assez exceptionnel. On en est encore au stade de concept, voilà. C'est en cours. Peut-être que l'année prochaine, ils vont nous présenter le produit final. Là, on est sur du prototype. Mais très franchement, quand vous le voyez comme ça a de la gueule. Ça a de la gueule. Et voilà, c'est très très cool. Je pense que là, on tient à un produit que les gens aimeraient très sincèrement avoir chez eux. Bon, alors après, ça a l'air de prendre un petit peu de place quand même. Un petit peu. Bon, alors sur le mur, c'est pas très grave, mais ça a l'air d'être quand même une bonne dalle au sol qui fait office de balance finalement. Ou de scanner aussi un peu peut-être. Franchement, j'en sais rien comment ça fonctionne exactement. Mais en tout cas, voilà, c'est très 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 cool. Et puis ça vous fait un super grand miroir à nettoyer aussi. Alors ça, c'est le plaisir, ça. Voilà. C'est la petite touche. Mais voilà, premier produit dont je voulais vous parler. Alors on passe au deuxième, j'ai essayé de varier un petit peu d'un produit à l'autre. Alors le deuxième, c'est Nvidia Ace.
Alors, je vous mets une petite vidéo en même temps. Peut-être baisser un peu le son si c'est fort là. Nvidia Ace, alors c'est un concept dont on a déjà entendu parler, hein, mais Nvidia, ils en ont reparlé à l'occasion du CES. Ils sont parvenus à créer ce qu'ils appellent un CPS, c'est-à-dire un Co-Playable Character, c'est-à-dire un personnage qui va être contrôlé par l'IA, qui peuvent intégrer dans les jeux qui nécessitent de la coopération, là où on vous montre l'exemple dans PUBG, d'accord, avec des communications entre l'IA et le joueur. Et donc, l'IA va pouvoir réaliser n'importe quelle tâche comme un joueur. Elle va comprendre les instructions qui lui sont données en vocal pour pouvoir jouer stratégiquement, comme si vous étiez littéralement en game avec un ami. Voilà. Mais il y a encore plus que ça. Parce que on va aussi jusqu'à transformer, alors ça vous ne le voyez pas dans la vidéo, mais ils vont aussi jusqu'à transformer des ennemis et des boss. Et donc votre comportement, il est analysé par l'IA pour pouvoir être assimilé. Et une fois que vos comportements, vos techniques sont assimilés, eh ben on va vous forcer à vous adapter parce qu'on va générer des combats qui vont être différents. Donc, si vous voulez, vous de votre côté, vous ne pourrez plus vous contenter de mémoriser des patterns et de vous dire ce boss-là, quand j'arrive devant, si je fais ça, 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 c'est bon. Non. Parce que là, l'IA va être capable de changer, modifier le comportement du boss pour qu'il s'adapte à votre façon de jouer et qu'à chaque fois que vous alliez devant, vous viviez une expérience qui va être différente de la fois d'avant. C'est exceptionnel. Vraiment, c'est assez fou. Donc, je pense que ça peut faire des joueurs heureux. Et surtout, ceux qui sont tout le temps un peu en recherche de difficulté, finalement. Parce que, alors, il y en a qui vont chercher à avoir une maîtrise parfaite. On pense évidemment aux speedrunners où tout doit être millimétré, calé, et que le comportement d'un boss ou d'un personnage doit toujours être exactement le même, etc. Mais quand on recherche un défi, quand on cherche peut-être à redécouvrir un jeu, à pouvoir jouer un peu plus longtemps, voilà, et ben avoir un comportement de boss qui va changer, c'est génial. Voilà. Donc voilà sur quoi travaille Nvidia, et ça s'appelle Nvidia Ace, si vous voulez surveiller un petit peu de temps en temps. Voilà. Alors, troisième innovation qui a été présentée, c'est une innovation qui nous vient de Sony PlayStation. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait ça. Donc, à travers le jeu The Last of Us, on a Sony et PlayStation qui ont fait une démonstration du potentiel futur du jeu vidéo en termes d'immersion. Donc, en gros, on va positionner le joueur dans un genre de cube, vous allez le voir juste après dans la vidéo. On vous positionne dans un genre de cube, voilà. Ça va permettre de créer un environnement qui va être clos. Et puis, on vous met des super panneaux en cristal LED transparent. Et puis, on vous met un super audio. Et à tout ça, on vient rajouter, tenez-vous bien, les odeurs. Donc, c'est une zinzinerie, hein, comme on pourrait dire, une zinzinerie. Et moi, je pense que le zombie, ça doit puer. Voilà, je pense. Je pense que ça doit pas être très agréable. Mais en tout cas, voilà le concept, en tout cas. Donc, on est sur des expériences qui sont quand même à part, mais c'est toujours super intéressant, je trouve. Et moi, je me dis simplement, imaginez des salles spécifiques où vous pourriez aller faire une session de jeu qui est conçue pour durer X temps, un peu comme vous iriez faire un escape game, par exemple. Et vous êtes dans des conditions parfaites, vous avez image, son, odeur. Très franchement, ça pourrait être incroyable. Si c'est vraiment super bien foutu, ça peut être fou. Et ça peut être une très 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 chouette expérience à vivre. Donc voilà, ils ont fait un exemple avec The Last of Us. Ouais, les odeurs. Ouais, les odeurs. Une folie. Voilà, donc ça c'est Sony PlayStation qui travaille là-dessus. Donc pareil, à surveiller de toute façon. Je pense qu'un truc comme ça,
Le jour où ça sort réellement, ça va faire tellement de bruit qu'on sera au courant. Hein. Je pense qu'un truc comme ça passe vraiment pas inaperçu. Alors, quatrième innovation que j'ai sélectionnée pour vous. C'est un truc qui s'appelle Sweep It. Swipe It, Sweep It. Dans la vidéo, ils disent Sweep It. Alors, regardez. Yeah. Incroyable. Est-ce que vous avez déjà rêvé d'un grille-pain, un truc qui ressemble à un grille-pain qui rechargerait votre téléphone? Alors, je sais pas si vous en avez rêvé, mais sachez que c'est possible. C'est possible grâce à un hub, c'est-à-dire le truc qui ressemble à un grille-pain, qui va permettre de gérer, de charger et d'échanger jusqu'à 5 batteries en simultané. Donc ça, vous allez pouvoir l'associer à ce qu'on appelle le Link. C'est une coque de protection intelligente avec une batterie qui va s'adapter à votre smartphone. À ça, vous ajoutez un troisième élément, c'est des batteries interchangeables qui vont permettre d'avoir une charge quasi instantanée. Donc vous vous retrouvez avec un smartphone sur lequel vous avez mis une coque spéciale plutôt que de mettre votre coque Rhino Shield ou je ne sais quoi habituelle. Hein, vous le mettez dans le grille-pain comme vous avez vu dans la vidéo, là, vous faites ça, chargez. Voilà. La batterie qui était déchargée sur votre téléphone, elle est remplacée par une batterie pleine et ça prend entre 2 et 4 secondes et vous repartez full batterie. C'est pas incroyable, franchement. Il y a quand même un petit plus. La batterie du Link, elle peut donner entre 50 et 90% de charge additionnelle. C'est-à-dire que vous allez au-delà de 100% de batterie. Et c'est quelque chose qui est assez incroyable pour les gros utilisateurs. Hein, voilà. J'imagine pas le prix du truc. Ouais, je vais te l'annoncer juste après, parce que pour le coup, on a un prix. Alors, en l'état, actuellement, c'est compatible avec iPhone 14, 15, 16, et ça va être compatible avec Android d'ici la fin 2025. Donc, actuellement, le prix pour le grille-pain, parce que j'adore appeler ça un grille-pain, pour le grille-pain et 5 batteries, vous allez payer ça 450$, et à ça, il faut rajouter 120$ pour avoir la coque. Parce que c'est une coque spéciale qu'il faut mettre. Voilà. Mais, parce qu'il y a un mais, et c'est pas un petit mais, il y a une promo de 30% jusqu'à fin janvier. 30%, c'est pas rien. Et puis très sincèrement, le truc, il y a quand même 5 batteries dedans. C'est pas genre on te dit tu jongles entre deux. 5 batteries, c'est énorme. Ça plus la technologie, la vitesse à laquelle ça va et tout, puis en fait tu ne recharges plus jamais ton téléphone de ta vie, hein, en théorie, sauf éventuellement si tu repasses pas par chez toi pour pouvoir, pour pouvoir les changer, mais sinon, voilà. 450$, c'est un investissement. Après, tu peux imaginer que, imagine, je sais pas, vous êtes 2 voire 3 à la maison à l'utiliser. Il y a un projet. Voilà, il y a quelque chose. Après, peut-être que, un petit peu comme tous les produits un petit peu novateurs, j'ai envie de vous dire, au début, ça coûte très cher. Et puis, quand le temps commence à passer, les choses se démocratisent un petit peu. Et puis, ça devient de plus en plus abordable. Il n'y a pas si longtemps que ça, en termes d'années, les gens n'imaginaient pas forcément pouvoir avoir une télé OLED 75 pouces dans leur salon. Alors aujourd'hui, c'est possible. En fonction de la télé, ça peut coûter plus ou moins cher. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, des télé OLED 65 voire 75 pouces, il y a quand même de plus en plus de gens qui ont accès et qui ont une belle télé dans leur salon. Au moment même où ça avait commencé à sortir, les prix étaient tellement fous que personne se disait « Oh là là, c'est un produit pour moi, je vais pouvoir en avoir un ». Donc, il faut un petit peu relativiser là-dessus, être un petit peu patient avec la technologie et se dire que un truc comme ça va peut-être devenir, alors peut-être pas une norme, mais en tout cas un peu plus standard, et que ça va baisser en prix. Puis après, tu as l'ouverture à la concurrence aussi qui peut aider. Là, tu as
Tu vas avoir une start-up qui se présente avec un produit novateur, t'inquiète pas que si ça commence à marcher, il y en a vite d'autres qui vont s'y mettre, et la concurrence va faire aussi que les prix vont baisser naturellement. Je pense pas que le prix va baisser tant que ça. Ce qui coûte le plus cher dans le produit, c'est les batteries. Ah bah oui, et c'est pour ça que je disais 5 batteries, c'est quand même colossal. Et tu pourrais imaginer, par exemple, pour pouvoir réduire aussi le prix du produit, bah, simplement de le décliner. Pourquoi pas le proposer avec 3 batteries plutôt que 5? Et ça te permet de quand même réduire aussi le prix. Il y a des choses qui sont faisables. Pour l'instant, on en est là. Et voilà, il va y avoir de toute façon des changements, des nouvelles choses qui vont être proposées. En tout cas, le produit est vraiment très cool, quoi. Moi, quand j'ai vu ça, vraiment, tu prends le smartphone, tu le fous dans une fente, tu le relèves, t'es à 100, 150, 190% de batterie, waouh! Entre 2 et 4 secondes, enfin, faut quand même se rendre compte. Parce qu'au-delà de ça, le changement de batterie se fait extrêmement vite. Pas comme si c'était un truc où tu mettais dedans, fallait attendre 1 minute, 2 minutes, tu vois, pour que ça se fasse. Non! Tu le mets, 2 secondes, c'est une folie. C'est efficace, c'est efficient. Donc voilà, très très chouette. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on a? 5e innovation. 5e déjà. Alors cette fois-ci, c'est Razer. Razer qui nous présente un produit qui s'appelle Project Ariel. Alors qu'est-ce que c'est Project Ariel? Bah, c'est une chaise, hein, tout simplement. C'est une chaise que vous voyez là, gaming. Et elle est équipée de tout un système de réchauffement et de refroidissement. Tout intégré. Donc vous avez un système de ventilation qui est intégré au dossier. Il y a des bouches d'aération, il y a des ventilateurs, il y a des lumières RGB, évidemment, parce que c'est quand même une chaise gamer. Hein. S'il n'y a pas de RGB, c'est pas un produit Razer. Et vous pouvez contrôler tout ça avec des touches tactiles qui sont présentes sur le côté de l'assise, en fait. La clim dans la chaise. Alors, c'est pas... Attends, laisse-moi faut doser un peu. Tu vas voir, c'est pas exactement une clim. Au niveau chaleur, déjà, dans un premier temps, on dépasse pas les 30 degrés. Mais bon, vous imaginez bien que c'est largement suffisant. Hein, on va pas se brûler sur la chaise, mais très clairement, vous la mettrez jamais au max. Vous allez jamais la mettre à 30 degrés. D'accord ? Et après, vous avez une deuxième chose, c'est le système de ventilation et non pas de climatisation, qui va permettre de modifier le ressenti de température. Et j'insiste sur le mot ressenti. Le ressenti de température sur la chaise jusqu'à 5 degrés plus bas. Donc ça, c'est quand même sympa en été, quand on n'en peut plus de la chaleur et tout. C'est sympa. Et en plus, on vous fait tout ça sans nuisance sonore. Donc pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, pourquoi pas. Donc pour l'instant, c'est un prototype et on n'a pas de date de sortie. Mais nul doute que Razer nous dira ça plus ou moins rapidement. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, je vous avais parlé d'un autre produit Razer. C'était Razer, je ne sais plus quoi, c'était, vous vous souvenez, les coussins avec retour haptique, que quand vous êtes soit en jeu, soit à écouter de la musique, soit en train de regarder un film, et ben quand il y a des animations, des explosions, des bruits, des sons, quels qu'ils soient, vous avez un ressenti, un retour dans la chaise. Ah, ça, c'était le produit dont ils avaient parlé l'année dernière. Et là, cette année, ben, on est encore sur, sur de la chaise, mais pour le chaud-froid. Voilà. Et pas de bruit en plus, pas de bruit. Bon, alors ça, je demande quand même. On est sur un prototype, hein. Le pas de bruit, je demande à voir pour pouvoir réduire le ressenti de 5 degrés sur la chaise. Je demande à voir. Pour la fonction de chauffage, j'ai pas de doute sur le fait que ça puisse ne pas faire de bruit. Sur la ventilation, par contre, j'ai pas trop envie de m'emballer, tu vois. Je préfère voir le produit fini avant de me prononcer pour sûr là-dessus. Eux, en tout cas, ils disent sans nuisance sonore. Enfin, eux. Les gens dont j'ai lu les tests qui étaient sur place au CES et qui ont vu le produit, etc., disaient sans nuisance sonore. Mais bon,
il y a quand même, je pense, une différence entre tester le produit tranquillement chez toi, en étant effectivement au calme et sans aucun bruit alentour, et où là, tu vas potentiellement être beaucoup plus attentif au fait que la chaise puisse faire du bruit ou pas. Et ouais, grosse différence avec le fait de tester ça en pleine conférence aux États-Unis avec je ne sais combien de stands, je ne sais combien de milliers de personnes qui se baladent là-bas dedans. Voilà. Faut attendre, faut voir. Mais en tout cas, c'est sympa. C'est sympa. Mais après, va savoir à quel prix ils vont vendre ça. Ça, c'est encore une autre affaire. Et puis, est-ce que la chaise, bon, qu'elle fasse du chaud, du froid, c'est bien, mais est-ce qu'elle est confortable aussi? Parce que mine de rien, quand t'as ton cul posé dessus toute la journée, et même ton dos d'ailleurs, faut quand même que ce soit un minimum bien, quoi. Parce que le chaud-froid ne suffira pas. Il faut aussi la qualité du matériel et de l'assise à côté. Donc on verra, à surveiller. Alors, 6e innovation. Alors celle-là, elle est sympa. Celle-là, quand je l'ai vue, je me suis dit, ah, c'est cool. Alors, c'est ça. Alors là, vous me dites de quoi elle va nous parler, celle-là. Elle nous montre une cuillère et de la soupe. Alors, ça fait partie des objets insolites qui ont été présentés pendant le CES. Donc ça, qu'est-ce que c'est? C'est une cuillère électrique. Et cette cuillère, elle va envoyer des stimuli électriques pour limiter la consommation de sel en intensifiant le goût des aliments. Donc concrètement, qu'est-ce qui va se passer avec cette cuillère? Vous allez recevoir, donc en appuyant sur un bouton en même temps que vous mangez, d'accord? Vous allez recevoir un léger courant électrique. Et ce courant électrique, il permet de concentrer les ions des molécules de sel qui sont présentes sur votre langue. Vous me suivez? Ça va, vous me suivez là? Et donc ça va amplifier la saveur en sel de tout ce que vous mangez. Même si votre plat, il n'est pas salé. Mais oui, vous cherchez des idées comme ça. Mais c'est des génies. C'est des génies. Alors, le produit, il était testable sur place, avec une soupe japonaise. Et apparemment, c'était vraiment très réussi. Il y a 4 paliers différents qui sont prévus. Vous le définissez, voilà, avec en tenant votre cuillère d'une manière précise. Bon, c'est un coup de main à prendre, hein. T'apprends à tenir la cuillère de la bonne façon pour pas galérer, et puis voilà. La cuillère, elle fonctionne sur batterie. Et ben, c'est une très très belle création. Enfin, c'est génial parce que l'excès de sel, ça peut créer des problèmes de santé qui peuvent être très importants. Donc là, au-delà d'être sur une innovation, sur un truc que les gens pourraient croire drôle ou insolite, on est sur un produit qui répond à un problème de santé publique. Les gens qui ne peuvent pas se permettre de manger salé, on leur propose une solution. Trop bon le sel, mais tu ressentiras le sel grâce à l'impulsion électrique sur ta langue. C'est incroyable. Après, ça peut te permettre de soit ne pas saler du tout tes plats, soit de les saler beaucoup moins. Et vraiment, quand tu te retrouves à avoir des problèmes de santé à cause du sel, mais c'est une bénédiction pour ces gens-là, un produit comme ça, tu vois. Et donc, ce produit, c'est fait par Kirin, ça s'appelle la cuillère Kirin, K-I-R-I-N, et ça va être disponible mondialement cette année. Voilà. Utilisez toutes les épices que vous voulez sans le sel. Oui, si les gens supportent les épices, oui. Oui, c'est bon le sel, oui, mais il faut doser. C'est comme tout. Il y a beaucoup de choses qui sont bonnes, mais il faut pas en abuser, parce qu'à partir du moment où tu rentres dans l'abus, ce qui est bon devient terrible pour ta santé. Voilà. En tout cas, j'ai trouvé ça super chouette. Donc bravo à eux d'avoir inventé ça. Parce que c'est pas juste de la tech un peu en l'air comme ça pour faire beau. Voilà, c'est un produit presque
médical, si on peut dire. Qui répond à un problème de santé publique, en tout cas. Donc c'est beau. C'est beau, donc bravo. Ensuite, 7e innovation, les amis. La 7e innovation, c'est ça. C'est... Mon dentiste disait, tout ce qui est bon est très mauvais. Oui, bah c'est ça. C'est plutôt vrai ce qu'il t'a dit. Donc 7e produit, c'est une nouvelle console, regardez, qui est présentée par Atari. C'est la Atari Game Station Go. Alors qu'est-ce qu'on a? On a un pad avec des boutons traditionnels. Et on voit aussi des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir sur cette console. Il y a un trackball. Il y a un paddle. Alors le paddle, qu'est-ce que c'est? C'est le genre de stick, vous savez, pour les jeux de tir, souvent. Et le truc, ça fait une baguette toute droite, là, comme ça, c'est un stick... Bah, vous voyez, hein, ceux qui ont connu ces consoles-là, vous voyez de quoi je parle. Bah, ça s'appelle un paddle. Voilà. Et sur cette console-là, il y a aussi... attendez, je me suis perdue. Trackball paddle, pour avoir les sensations de l'époque sur les jeux. Et vous avez un clavier. Oui, voilà. Troisième chose, il y a un clavier aussi. Là, à droite, là, un clavier. Qui fait écho à un autre truc que je ne connaissais pas. Donc il a fallu que j'aille voir, au moins pour avoir un visuel de ce que c'était. Ça fait écho à un truc qui s'appelle l'intellivision. Alors est-ce que parmi vous, il y en a qui savent ce que c'est l'intellivision? Je vous laisse le temps de me répondre. Parce que moi je suis trop jeune et je ne savais pas. Donc la console, je vous la réaffiche. Non, vous savez pas? Alors l'intellivision, c'est ça. Ce truc là en bas. Et alors, de ce que j'ai vu vite fait, c'est un truc où il fallait payer un abonnement à 4,95 $, je crois, et t'avais accès à des catalogues de jeux et tout. Alors, autant vous dire que pour moi, c'est un ovni ce truc, hein. Je n'ai jamais vu ça. Ça ressemble à un interphone, je sais pas, mais waouh! La ColecoVision, hein? C'est Intellivision, ça s'appelle. Pas plutôt l'Atari 2600? Non, Intellivision. Non, le clavier qu'on retrouve là, aujourd'hui, sur la nouvelle console proposée par Atari, c'est quelque chose qui fait écho à une autre console qui a été concurrence avec Atari, qui s'appelle Intellivision. Voilà, sauf que c'est tellement vieux que... Voilà, désolé, mais enfin moi je connaissais pas. Je l'ai eu, bah voilà. Donc sur cette console-là, donc celle d'en haut, vous allez avoir 200 jeux disponibles qui couvrent les Atari 2600, 5200, 7800 et les bornes d'arcade. Important. Mais aussi des titres plus modernes. Il va y avoir des mises à jour de catalogue qui vont venir de manière régulière. Et vous allez même pouvoir ajouter des faux crédits pour pouvoir lancer des parties. Ça, c'est le petit clin d'œil d'Atari pour les gens qui jouaient sur les bornes d'arcade. Hein. Au niveau de la connectique, vous avez un branchement en USB-C, donc c'est nickel, une sortie HDMI, et les cartes micro SD sont supportées. Voilà. La console, elle va être disponible aux États-Unis. J'y viens. Elle va être disponible aux États-Unis au 3e trimestre 2025 pour 150 $. Mais pour nous, on n'a pas encore de confirmation. Pour l'instant, on est sûr qu'elle sort aux États-Unis, mais pour nous, on ne sait pas. En tout cas, 3e trimestre 2025, 150 $. Voilà. Le prix de la nostalgie.
Mm. Après, peut-être que ça sortira chez nous, hein. Très sincèrement, s'ils arrivent à avoir un peu de succès avec, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais voilà, on n'a pas plus d'informations que ça pour l'instant. Mais je vous remets juste le nom au cas où. Atari Game Station Go, si vous voulez aller voir le site internet, les annonces, tout ça, tout ça. Si elle vient, je prends. Bah, j'espère. J'espère qu'elle viendra. Alors, 8e innovation. Alors, innovation dont on avait déjà entendu parler, mais qui cette fois-ci arrive de manière concrète, d'accord? C'est LG qui nous présente sa télé. Alors, les télés, quand c'est éteint, c'est pas très beau, on est d'accord, hein, ça vous fait un carré noir qui ressemble à rien sur votre meuble ou votre mur et c'est chiant. Donc LG, ils ont envie de proposer quelque chose qui est plus esthétique. Et pour ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent une télé OLED 4K transparente de 77 pouces. Transparente. Transparente. Donc le boîtier, il est conçu de façon à ce qu'il n'y ait aucun câble apparent. Et en fait, la télé, elle se fond totalement dans votre environnement. Donc c'est assez incroyable. Si vous voulez, vous pouvez même la mettre en plein milieu de la pièce si c'est ce que vous préférez, quoi. Voilà. Bah, la télé, elle est là. Elle est magnifique. Waouh! Tu vois, genre l'arbre et la neige, là, c'est la télé. C'est fou. Ah non, mais c'est incroyable. Moi tu vois, ce genre de truc, je trouve que ça fait briller les yeux quand même. Qu'on soit capable de créer des choses pareilles, non, c'est fou. C'est fou. Donc voilà, vous pouvez la mettre en plein milieu de la pièce, il n'y a aucun souci. Ça fait un effet aquarium, pourquoi pas? Totalement. Totalement. Bah, tu vois, je pense que... Alors, c'est quelque chose qui s'était un petit peu déjà démocratisé plus ou moins avec Samsung, qui avait pris un peu un contre-pied sur les télés, qui avait créé, je sais pas si vous connaissez, la télé qui s'appelle The Frame. C'est une télé où quand bon, tu as un abonnement spécifique, je sais pas quoi, quand ta télé elle est éteinte, et ben à la place de la télé, tu peux afficher des œuvres d'art, littéralement. Et en fait, ta télé, elle se transforme en tableau, elle se transforme en un vrai élément de décoration, plutôt que d'avoir un mur avec un truc noir. Et c'est vrai que les télés Samsung The Frame étaient déjà vachement intéressantes par rapport à ça. En plus, tu pouvais avoir des beaux cadres et tout, enfin, la télé porte pas ce nom-là pour rien. Et c'était vraiment quelque chose de différent. Et les gens pouvaient vraiment y trouver un intérêt. Franchement, mettre une petite œuvre d'art sur votre mur, là, c'est sympa. Bon, et ben là c'est encore autre chose, quoi. Est-ce vraiment transparent ou bien c'est une caméra qui filme derrière la télé? Je ne sais pas. Je ne sais pas, j'appelle LG immédiatement pour poser la question. Je sais pas. En tout cas, vous avez tout qui est dans un boîtier, qui est indépendant. Et donc, il n'y a pas de fil. En fait, là, vous ne voyez aucun fil. Il n'y a rien qui dépasse. Et vous avez un boîtier à côté où justement il va y avoir les fils, les machins. Donc ça, il est camouflé. Et ce boîtier, il va envoyer le signal vers la télé. Donc tout est sans fil en plus de ça, c'est génial. Enfin, vous pouvez vraiment la mettre au milieu de la pièce, la télé. C'est pas une façon de parler. C'est vraiment, télé, vous la mettez comme ça. Faire attention si tu le rentres dedans et tu la vois pas. Ouais, bah là après ils ont mis quand même une armature, un truc, bon. Oui, j'imagine qu'il faut faire attention quand même. Mais dans tous les cas, tu vois ce truc en bas là, ce truc noir en bas, tu as toute la connectique et tout dedans, donc je pense que tu peux pas ne pas avoir d'armature du tout. Je sais pas trop. Chérie, où t'as rangé la télé? Voilà. T'imagines, elle la bouge, tu peux sur un malentendu ne même pas t'en rendre compte. Et toi, t'arrives, tu fais ça, il n'y a pas la télé, mais elle est transparente. Bref, voilà, autant vous dire que, bon,
Après, pour les détails techniques, peut-être qu'il y en a, ou alors pas encore, mais bon, moi, quand je suis allée sur le site de LG, il y avait une page suite au CES qui montrait cette télé et quelques petites images, mais quand tu allais dans l'espace de vente de télé, je ne trouvais pas la télé transparente. Donc, si vous voulez, je n'ai pas trouvé de fiche technique du produit sur le site officiel de LG. Donc, c'est un peu compliqué quand même. Voilà. Dans tous les cas, c'est une petite merveille. Une petite merveille. Hein. Et voilà, fallait quand même que je vous la montre. On pouvait pas passer à côté de ça, c'est pas possible. Pour l'instant, la télé, elle est disponible. Ah, vous allez être étonnés, mais elle est disponible aux US. Et bon, vous imaginez bien qu'un produit comme ça, c'est pas pour tout le monde, hein, parce que ça coûte 60 000 $. Voilà, le prix est lâché, 60 000 $. Donc, écoutez, ce que je disais tout à l'heure, un jour peut-être, ça se démocratisera, ça coûtera moins cher, tout ça, but not today, les amis, not today. Pour l'instant, continuez de rêver, et un jour peut-être, on aura droit d'avoir le privilège d'avoir une télé transparente. Voilà. Apparemment, il y a une transmission sans fil entre la télé et le boîtier. Oui, je l'ai dit. Il y a tout qui est dans un boîtier, indépendamment de la télé, et ça transmet l'image du boîtier vers la télé. Je serai morte d'ici là, moi aussi peut-être. Mais en fait, le problème, si tu veux, c'est que, imagine, même si on se dit le prix il baisse de moitié, ça fait encore 30 000 balles quand même. 30 000 balles, je les mets dans un appart, je les mets pas dans une télé. Hein. Donc dans tous les cas, on est face à un produit qu'on n'est vraiment pas prêt d'avoir. Hein. Vraiment pas prêt. Hein. Je pensais que les câbles passaient dans l'armature. Bah, après, il y en a peut-être dans l'armature, dans ce bandeau noir là qu'on voit en bas, en dessous de la neige, tu vois. Peut-être qu'il y a il doit y avoir de la technologie aussi là-dedans. Mais sinon, ouais, il y a tout dans un petit boîtier. Bah, c'est le boîtier que tu vois en bas d'ailleurs. Il est là, ils l'ont mis là en bas sur la photo. Non, mais c'est fou, hein, c'est fou. Là, ils ont fait une installation vraiment parfaite pour donner envie. Après, peut-être que les gens chez eux, le boîtier, ils vont le foutre dans un meuble, ils vont brancher les trucs derrière, les fils, ils sont derrière s'il y en a. Et voilà. Là, ils ont fait un truc où il y a tous les câbles qui doivent être passés super proprement, comme tu dis, dans les armatures. Et ça fait une présentation, une photo magnifique, quoi. C'est un petit peu comme quand tu installes ton PC et que tu vois sur les photos et tout, le cable management est incroyable. Et puis toi, sur ton bureau, c'est le bordel et il y a des câbles qui partent de tous les côtés. Bah, c'est un peu pareil, je pense. Hein. Je me demande si la télé est recto verso. Bonne question. Bonne question, mais je pense pas. Je pense pas. Mais franchement, bonne question. J'imagine le salon avec un canapé de chaque côté. Oh, moi, tu vois, ce que je me demande, c'est comment ça réagit aussi par rapport à l'exposition, à la lumière. Parce que là, en plus, la photo, on te la montre quand même dans un environnement qui est très éclairé. Tu prends par exemple aujourd'hui, justement, une télé OLED, c'est quand même beaucoup plus agréable quand t'as les volets ou les rideaux fermés. Tu vois, bon, les rideaux occultants de préférence. Mais tu vois, quand c'est fermé et que tu te retrouves dans un environnement sombre, c'est tout de suite beaucoup mieux pour ton image sur ta télé OLED. Là, on est sur de l'OLED, mais avec une dalle transparente. Mais on reste sur de l'OLED malgré tout. Et je suis quand même étonnée qu'on nous le montre dans un environnement aussi clair. Parce que, bah, je sais pas, pour autant, il n'y a pas l'air d'y avoir des reflets, des machins. Je... C'est intriguant. Il faudrait vraiment être devant, constater de ses propres yeux la technologie pour dire waouh. Parce que là, tu te poses quand même des questions malgré tout. T'es pas en totale confiance, je trouve, avec le produit. Euh, Il faut le voir. Sauf que bon, 60 000 balles, à mon avis, c'est pas exposé partout, quoi. Ah. Bref, voilà. C'était la petite télé. Et donc, on va passer à notre dernière innovation. Alors là, pareil, on est sur un petit truc, un peu comme la cuillère tout à l'heure. Alors, paf, paf.
C'est des lunettes. Ouais, des lunettes. Donc, très jolie petite touche parmi les innovations. C'est des lunettes de chez Captify. Elles sont conçues pour les sourds et malentendants. Elles ont une particularité, c'est des lunettes connectées. Et en fait, elles vont littéralement sous-titrer le monde pour les sourds et malentendants. Les verres des lunettes, elles ont des écrans embarqués. Et en fait, vous n'avez rien à ajouter, quoi. Vraiment, vous n'avez rien à ajouter. Quand il y a quelqu'un qui parle, vous obtenez des sous-titres qui viennent s'ajouter sur ces lunettes. De la même façon que vous pouvez regarder une série avec des sous-titres, ben là, vous avez le sous-titrage de la vie. C'est génial. C'est juste génial. Alors, il y a à peu près entre 2 et 3 secondes de latence. Le temps de écouter, analyser et écrire, quoi. Fini les pensions pour handicapés. Oh, tout de suite. Je suis pas sûre que... Alors, ça n'enlève pas le handicap, hein. Ce serait bien si c'était le cas, mais ça n'enlève pas le handicap pour autant. Ah, si seulement. Si seulement. Mais en tout cas, voilà, vous avez les sous-titres qui se mettent dans votre champ de vision. Et là, actuellement, au total, il y a plus de 40 langues qui sont reconnues. Donc c'est très très cool. Alors par contre, le tarif... Bon, c'est des lunettes, hein, j'ai envie de vous dire, déjà de base, les lunettes, ça coûte cher. Alors avec ça en plus dessus, vous imaginez bien. 599$. Et sachez qu'il est tout à fait possible d'adapter des verres avec correction dessus. Hein, si les gens ils ont une correction particulière, ils peuvent aussi les utiliser. Voilà. Dans tous les cas, je trouve que c'est une initiative qui est quand même super. On peut que la soutenir. Et dans des articles que j'ai lus, en fait, ils disaient que c'est pas forcément la seule start-up à travailler actuellement sur ce genre de produit, mais en tout cas, c'est celle qui a été le coup de cœur pour les gens qui étaient sur place. Pourquoi ? Parce que celui qui a pensé à la conception du produit, celui qui est en train de réaliser ça, c'est quelqu'un qui lui-même souffre de handicap. Et vraiment, on voit qu'il y met du cœur et si vous voulez, dans la présentation et pour les gens, ça ressort pas pareil. Parce que lui, c'est son produit, il le voit vraiment autrement. C'est pas juste un truc qu'il a envie de vendre pour se faire du pognon, etc. C'est la démarche, elle est quand même un peu différente parce que lui-même souffre de handicap. Donc, dans les produits favoris, etc., ou qui ont été mis en avant, c'est le sien qui a un petit peu plus primé. Pas forcément parce qu'il est meilleur, mais peut-être parce que l'humain derrière était meilleur que ceux qui étaient juste là à vouloir faire du profit sur un produit, sur des gens qui ont des problèmes. En gros. Voilà. Comme moi avec les crédits. Comme toi avec les crédits. C'est ça. Mais voilà, 599$ quand même, hein. Donc, faut en prendre soin. Là, les lunettes, tu les pètes, tu pleures. Hein. T'as intérêt à avoir une garantie. Hein. Ça, là, tu les achètes, tu prends la garantie avec. Parce que sinon, ça fait quand même très très mal. Voilà, j'en ai fini pour les produits du CES. Bon, alors évidemment, il y a plein d'autres choses. Hein. J'ai pas voulu aller vous chercher des casques, des machins, des trucs qu'il y a par milliers et qu'on entend tout le temps et même toute l'année. Hein. Je suis allée vous chercher des produits un petit peu différents. Donc voilà. Je vais boire un petit peu parce que je parle beaucoup. Hein. Donc maintenant, il nous reste 3 jeux indépendants que je vais vous présenter, qui sont sortis littéralement il y a 1 ou 2 jours. Voilà. Donc on démarre. C'est parti, les indies. Alors, Hyper Light Breaker. Vous êtes
dans le hub, cet endroit où votre aventure va démarrer. Vous choisissez votre personnage, votre arme de mêlée et distance, et vous partez vers l'aventure, vers l'extérieur, vers ce qu'on appelle le foisonnement. Si vous connaissez la saga Hyper Light, l'univers, c'est le même. On a juste un passage vers la 3D, mais ça s'arrête. La patte du studio, elle est évidente, par contre, on la reconnaît tout de suite. Et donc, vous allez parcourir une carte qui est générée procéduralement, avec divers points d'intérêt, dans des biomes différents. Vous avez certains objectifs qu'on appelle des prismes, qui vont vous donner accès à ce qu'on appelle des couronnes. Et les couronnes, ça représente les affrontements contre des boss. Le principe, ça va être de explorer, mourir, recommencer, découvrir des nouvelles zones. Et donc la proposition qui est faite là par le jeu, c'est d'allier l'open world et le roguelite. Et comment ils font ça ? Eh bien, ils le font avec la possibilité de faire plusieurs runs à l'intérieur d'un même cycle. C'est-à-dire que votre environnement, il va s'adapter à votre progression. Vous avez une jauge de niveau de danger qui va augmenter au fil de vos accomplissements sur la map. Et il tient qu'à vous d'aller vers un point d'extraction pour pouvoir conserver votre matériel durement acquis, plutôt que de tout perdre. Et en fait, vous allez pouvoir relancer une run qui sera sur la même carte, et je sais plus si vous pouvez faire ça genre 3 fois, et ça représente un cycle. Quand vous arrivez au bout du cycle, qui représente 3 runs, vous partez après sur une nouvelle carte totalement. Voilà. Pas si c'est clair, j'espère. Donc, la structure du jeu, elle est quand même intéressante. Il y a tout qui est pensé pour que l'exploration, elle soit agréable. Vous avez des bonnes capacités de mouvement des personnages. Overboard, planeur, tremplin, il y a à peu près tout ce qu'il faut. Et l'objectif des développeurs, il est clair, si on s'en tient aux propos du directeur créatif du jeu. Il a dit, je cite, « On veut ajouter plus de tout, plus de boss, plus de variété dans le monde, plus d'armes, plus de personnages, plus de capacités, plus d'holobytes, plus d'amp, c'est des améliorations qu'on peut ramasser, et plus d'ennemis. On a une très bonne base, mais notre intention est d'ajouter plus de contenu, à peu près 3 fois le contenu déjà présent. » Fin de la citation. C'est pas mal. c'est audacieux, Donc, petite information tout de même, sachez que actuellement le boss final n'est pas disponible, parce que le jeu il est en early access, il n'y a pas le boss final. Avant que vous soyez déçus. D'ailleurs, il y a d'autres arguments pour la déception, j'y viens, mais voilà, pour l'instant il n'y a pas le boss. Donc là, quand vous le voyez comme ça, le jeu, clairement, il donne envie, d'accord ? Rien compris, c'est trop pour moi. Et... Tu vois Returnal ? Imagine que dans Returnal, quand tu meurs, tu puisses recommencer une fois en conservant la map et les objectifs que tu avais déjà accomplis et que tu puisses continuer ton exploration un peu plus. Imagine que plutôt que de mourir, t'étais allé sur un point d'extraction et que t'es revenu à la maison et t'as recommencé ta run. En fait, le jeu te permet de faire plusieurs runs sur la même map et ça représente un cycle. Et quand tu arrives au bout de ce cycle, qui représente à peu près 3 parties, t'as une nouvelle map qui va se générer procéduralement. Voilà, c'est peut-être plus clair comme ça. Je comprends, avec de l'aléatoire, il y a besoin d'avoir énormément de contenu pour pas toujours loot les mêmes choses. Tout à fait, ouais. Donc le jeu, il donne envie, d'autant plus si vous aimez un petit peu tous les genres, parce qu'il faut quand même se dire que le jeu, il a pas mal d'étiquettes. On a action, RPG, hack and slash, roguelite, coopératif, en monde ouvert. Voilà, si vous voulez tout savoir, il y a tout ça. Et donc, autre chose quand même qu'il faut savoir, c'est que les précédentes créations du studio, qui sont Hyper Light Drifter et Solar Ash, elles ont toutes les deux été des vrais succès. Donc, ça met quand même plutôt en confiance pour ce jeu-là, en tout cas. Et donc, les joueurs confiants, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont sauté sur le jeu.
ils ont sauté sur le jeu, hein, voilà. Et vu qu'ils ont sauté sur le jeu, bah ça nous a donné une pluie d'évaluations en à peine quelques heures après la sortie, hein. C'est-à-dire que, je sais pas, à peu près 3-4 heures après la sortie, quand j'avais regardé, on avait déjà 600 évaluations, le soir même, d'accord, sur Steam. Sauf que malheureusement, elles étaient à 45% positives. Là, le jeu, il a peut-être regratté un petit peu quelques pourcents, ça reste moyen, d'accord? Donc, c'est assez triste quand même de voir ça, mais il semblerait que le jeu, il rencontre quand même pas mal de problèmes. Les joueurs recommandent pas en l'état. Il y a des chutes de framerate, il y a un manque d'options graphiques, on a une impossibilité de rebind certaines choses, on a des contrôles qui paraissent ni fluides ni agréables, on a des combats qui paraissent unfair, notamment si, les gens insistent beaucoup là-dessus, si vous manquez d'une arme à distance, ça devient unfair. Autre grosse problématique que j'ai vue, c'est que la souris, elle est en mode caméra libre. Et donc, le fait qu'elle soit en caméra libre, ça fait que vos attaques, elles partent dans la direction où votre personnage regarde. Alors que vous, peut-être la caméra, vous l'avez mise là-bas, mais si votre personnage, il est en train de regarder là-bas, votre spell va partir là-bas, alors que vous avez mis votre caméra là, en pensant tirer là. Vous voyez le problème? C'est un très, très, très gros problème. Ça rend les choses vraiment très, très, très difficiles et frustrantes. Ce décalage de vue. Hein? Et donc, bah, face à tout ça, on a des joueurs qui vont même jusqu'à dire, bon, là, il y a un peu d'abus, je vous cache pas, c'est des indépendants, s'agirait de se calmer, de redescendre un petit peu quand même, hein, s'il vous plaît. Il y a des joueurs qui vont quand même jusqu'à dire, oui, franchement, on devrait être payé pour tester le jeu et pas payé pour le tester, quand même. C'est triste. Franchement, c'est triste de lire ça. Moi, ça me fait mal au cœur quand des choses comme ça arrivent à des indépendants. D'autant plus des indépendants qui avaient sorti 2 pépites avant et qui avaient très bonne réputation auprès des joueurs. Franchement, ça fait mal. Donc, j'espère que les mises à jour qui vont suivre vont vite remettre le jeu sur pied. Parce que en soi, le jeu a l'air vraiment d'être très bon, en fait. Et c'est plein de petites choses comme ça. Alors, vous allez me dire, les early access sont faites pour ça. Oui et non. Là, il y a des choses qui, malgré tout, devraient pas faire partie des problèmes qu'il y a au lancement. Mais ma foi, c'est la vie. En tout cas, les développeurs, ils ont super bien réagi à la masse de critiques qui se sont prises, en fait. Et ils ont vu ça de manière très positive. Ils gardent bien en tête le fait que c'est un early access, que le jeu il n'est pas fini et que justement tous ces retours-là, ça va leur permettre de tout de suite rectifier le tir, faire ce qu'il faut. Enfin, vraiment, ils sont on fire, là, les développeurs. Si vous regardez un peu sur les réseaux et tout, les tweets qu'ils peuvent faire. En tout cas, je trouve qu'ils ont le bon état d'esprit, la bonne réaction face à ce que malheureusement ils sont en train de se prendre dans la gueule. Donc respect à eux pour ça, parce que c'est pas une attitude forcément facile à avoir. Et écoutez, je leur souhaite que ça s'arrange et que les évaluations remontent et que quand il sera en 1.0, bah, le jeu soit aussi exceptionnel que ceux qu'ils ont fait avant. Voilà. Mais en tout cas, pour l'instant, moi je vais surveiller le jeu. Mais quand je lis tout ça, je peux pas décemment y jouer tout de suite. Voilà, je vais attendre que les choses changent. Je l'espère pour le mieux. Voilà. Ça m'empêche pas de vous parler du jeu parce que ça fait partie de l'actualité. Voilà. Bon, on passe à la suite. Deuxième jeu indépendant. Celui-là, il va peut-être vous plaire. Vous allez voir. Alors, Blade Chimera. Votre nom, c'est Shin. S-H-I. Vous avez perdu la mémoire. Vous êtes un chasseur de démons. Et vous allez à travers le monde pour vaincre quiconque
se mettra en travers de votre chemin. Pour vous accompagner, vous avez un démon qui s'appelle Lux, qui prend la forme de l'épée qui vous sert d'arme. Et son pouvoir, il est précieux. Il est capable d'interférer avec le passé. Et donc, peu à peu, vous allez retrouver vos compétences et les souvenirs de tous ceux qui ont disparu, notamment votre femme et vos amis. Et donc, vous allez pouvoir changer la forme de votre épée, gagner en puissance, explorer toujours plus loin. Mais vous comprenez pas vraiment où on va avec tout ça, donc je vais vous lire les quelques lignes de lore qui nous sont offertes par les développeurs sur la page Steam du jeu. On nous dit: dans un futur proche, les humains se retrouvent confrontés à des monstres difformes et autres yokai venus tout à coup de nulle part, et ces combats marquent alors le début de ce qu'on appellera la guerre des démons. 30 ans ont passé et des êtres humains ont survécu, notamment grâce à l'Union Sacrée, une organisation religieuse qui possédait les moyens de combattre les démons. Voilà. C'est intéressant, hein? C'est intéressant, moi j'aime bien. Donc maintenant, les évaluations. Les évaluations, qu'est-ce que ça dit? Eh bien, excellent accueil pour le jeu, qui récolte 91% d'évaluations positives le jour de sa sortie. Magnifique, magnifique. Donc, moi je trouve qu'il fait penser à Castlevania, d'une façon quand même un peu plus futuriste. Et en tout cas, ses mécaniques de combat sont très appréciées, la diversité des armes aussi. Voilà. Donc ça, c'est très très cool, les gens sont heureux, écoutez, les gens passent un bon moment, on est content. Il y a quand même des petites choses qui sont évoquées par les joueurs. Il y a certaines mécaniques, qui sont des mécaniques notamment de voyage rapide, qui, selon les joueurs, arrivent un petit peu trop tôt pour un Metroidvania. Donc après, libre à vous de les utiliser ou non, mais il semblerait que le jeu, il se veuille un peu plus ouvert à ceux qui sont pas habitués au genre. Il y en a certains qui voudraient plus de difficultés, mais bon, ça j'ai envie de vous dire, c'est comme pour tous les jeux, il y en a toujours qui veulent toujours plus de difficultés, on n'est pas étonné. Mais globalement, les joueurs, ils sont ravis par l'aventure qu'on leur propose. Enfin, je veux dire, à un moment donné, 91%, c'est quand même assez unanime. Voilà. Donc, j'ai envie de vous dire, il semblerait qu'on ait un jeu indé supplémentaire à faire cette année. Voilà, la wishlist ne fait que grandir, je n'en peux plus. Il y a trop de jeux indépendants. Bon, on est content, hein. On est content, c'est bien. Voilà, donc un de plus, un Metroidvania en plus, que demande le peuple, on adore ça. Super, c'est génial. Voilà. Et puis l'histoire a l'air sympa, hein. L'histoire a l'air cool. Alors après, comment on nous la raconte cette histoire dans le jeu, on ne sait pas, hein. On sait que les Metroidvania, de manière générale, c'est toujours un petit peu cryptique. Alors il y en a qui font le choix de pas l'être. Il y en a qui font le choix de communiquer un petit peu plus avec le joueur. Mais en tout cas, on verra un jour quand on va le faire cette année, je ne sais quand. Parce que vraiment, on a trop de jeux. Là, il commence à y avoir un cumul. J'arrive pas à finir mes jeux en cours. Ouais, voilà. Moi, c'est pas que j'arrive pas à les finir, mais c'est que il y en a trop que j'aimerais commencer. Mais moi, c'est un truc, voilà, quand je commence un jeu, je le finis, je vais au bout, parce que si je commence à partir dans tous les sens, tu commences tout, tu finis rien, c'est une horreur, hein, c'est encore pire. Il faut pas faire ça, ne faites pas ça chez vous, hein. Ne commencez pas 40 jeux différents et... Non, c'est pas bien, faut pas faire ça. Les aventures, faut les faire de A à Z. D'autant plus si vous n'avez pas beaucoup de temps pour jouer. Parce qu'encore quand tu as beaucoup de temps, tu te dis, bon, ça va, je vais le faire plus ou moins rapidement. Mais quand en plus de ça, vous n'avez pas beaucoup de temps, c'est quand même mieux de se concentrer sur un jeu et de réellement avoir une avancée, accessoirement pas perdre vos réflexes entre deux sessions de jeu. Parce que ça, c'est frustrant. Et voilà, faites du mieux, hein. Après, on a tous une vie, des contraintes, des choses à faire, et les sessions de jeu, parfois, on peut pas toujours en avoir autant que ce qu'on voudrait, mais essayez de pas trop vous éparpiller. Moi, c'est le seul conseil que je pourrais vous donner.
Et appréciez, prenez le temps d'apprécier vos jeux, et dites-vous bien que s'il y en a qu'il faut faire plus tard, vous les ferez plus tard, de toute façon, ils vont pas disparaître. C'est tout. Bon, on passe au dernier jeu de la soirée. Dernier jeu indépendant, ça s'appelle Aloft. Alors, Aloft, vous aimez l'aventure, la survie, la gestion, ce jeu-là pourrait vous plaire. Imaginez la liberté de voler d'île en île. Comment ? Non, Breath of the Wild n'a pas tout inventé. Comment ? En construisant des voiles. Eh oui, en construisant des voiles pour déplacer votre île vers une autre. Exceptionnel, ça ? Donc ça vous donne l'occasion d'explorer toujours plus loin, et votre objectif ultime, ça va être de restaurer l'écosystème. Donc en chemin, vous allez pouvoir récolter des ressources, construire votre propre foyer, prendre soin des animaux tout mignons, et il y a quand même un problème, c'est qu'il y a la corruption fongique qui menace, et toutes les formes de vie sont en danger. Et vous allez devoir trouver des connaissances perdues, créer des antidotes, enrichir la biodiversité des îles et rétablir l'équilibre de l'écosystème aérien. Voilà. Ça a l'air plutôt chouette. Donc c'est un jeu qui se veut plutôt cosy. Les développeurs le disent eux-mêmes. Et en fait, le jeu tient pas particulièrement à vous récompenser pour toutes vos actions positives sur... si, justement, le jeu, il tient à vous remercier, excusez-moi, il tient à vous remercier de toutes les actions positives que vous allez faire sur le monde, plutôt qu'à vous punir à chaque fois que vous allez commettre une faute. Dans l'idée, c'est ça. Donc après, il tient qu'à vous de débloquer les outils, débloquer les technologies qui vont être nécessaires pour votre progression. Et pendant que vous allez faire ça, il y a le ciel qui va vous fournir tous les éléments primordiaux. Le vent, par exemple, sera votre allié. Vous allez pouvoir installer des éoliennes, des câbles, des poulies pour pouvoir automatiser vos productions, voler dans des courants, faire plein d'autres trucs. Et donc, ces activités-là, vous allez pouvoir en profiter en groupe, jusqu'à 7 amis supplémentaires, donc des parties à 8, c'est quand même plutôt sympa. Et vous allez pouvoir créer des mondes, parce qu'il y a un créateur d'île qui est intégré au jeu. Et vos créations, vous pouvez les partager à la communauté. C'est plutôt pas mal. Assez rare, un petit jeu indépendant comme ça qui sort avec ce type de fonctionnalité, c'est assez rare quand même, je trouve. Et donc, écoutez, la commu, elle est plutôt contente. 83% d'évaluation positive. Il y a quand même quelques petites plaintes, en ce qui concerne notamment la FOV. Alors, il y a certains joueurs qui ont même été obligés de faire de demander des refunds, c'est terrible, en même pas 10 minutes de jeu. J'ai vu un commentaire, 8 minutes de jeu, j'ai refund, la FOV est terrible, motion sickness, et en fait je l'ai vu sur plusieurs commentaires, et je me suis dit, oula, mince, il y a un vrai problème, c'est pas une personne isolée qui en souffre, là ça avait l'air de gêner quand même un certain nombre de joueurs qui ont pris la peine de le dire en commentaire. Donc c'est qu'il y a un problème, ça doit être un petit peu violent, peut-être que la FOV, elle est un petit peu trop proche, hein. Je vous l'ai toujours dit, normalement une FOV c'est 90. On essaye de pas descendre en dessous. En dessous, ça peut poser des problèmes à plus de gens que la moyenne, on va dire. Voilà. Donc là, s'ils sont allés en dessous de 90, j'imagine, parce que pour moi, à 90, il n'y a pas de raison qu'il y ait de problème. Voilà. Ça provoque des refunds en moins de 10 minutes, c'est quand même dommage. Dans tous les cas, j'imagine qu'ils vont vite travailler là-dessus. Ça doit quand même pas être sorcier de modifier une FOV. Et sinon, d'après les joueurs, il y a quelques petites modifications à faire, comme par exemple permettre à 2 joueurs d'être sur l'île qui est considérée comme votre maison et pouvoir faire des interactions spécifiques. En l'état, c'est pas possible. Les joueurs sont quand même un petit peu séparés, tu peux pas trop être au même endroit, faire des trucs en même temps. Rien de bien méchant,
des choses qui se modifient avec le temps. C'est déjà assez fou, comme je vous dis, que ce type de fonctionnalité existe pour un jeu indépendant, donc faut les laisser travailler tout simplement. Ça devrait aller mieux. Mais en tout cas, l'accueil est très très bon, voilà. Donc un petit jeu cosy, sympa, pour les gens qui aiment bien. Voilà. Bon, ben moi j'en ai fini. Hein. J'en ai fini pour ce soir. Hein. Donc on va passer à vos sujets. Voilà, s'il y a des choses que vous voulez évoquer, c'est maintenant. Voilà, moi j'ai fini. Alors dites-moi, bon, vous avez vu l'annonce de Nintendo, évidemment. Évidemment, vous avez vu aussi peut-être Ubisoft a posté une affiche pour le prochain Assassin's Creed, là, pour Shadows. Et j'ai vu un commentaire en dessous qui m'a fait beaucoup rire. C'est pas bien, mais ça m'a fait beaucoup rire. Il y avait un gars qui disait non, mais vous vous rendez compte quand même, ils ont réussi, alors sous des prétextes d'inclusivité, tout ça, pas comme d'habitude, hein. Il marquait, vous vous rendez compte, ils ont réussi à mettre un, un enfant, un jeune asiatique obèse, et il a dit, j'ai vécu 2 ans là-bas, c'est extrêmement rare d'avoir un gamin obèse. Et mort de rire en lisant ça, je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Les gens s'arrêtent à tout, en fait, maintenant, sur le jeu. C'est quelque chose. Hein. Tout. Vraiment, tout y passe. Mais c'est vrai que c'est assez drôle parce que sur l'affiche, ils l'ont bien mis devant, en plus, bien au premier plan. Vous avez plein de personnages comme ça sur l'affiche. Mais lui, on le voit bien en bas devant, comme ça fait très premier plan. Ça me fait rire. Le studio de Dragon Age qui ferme ou j'ai mal lu. J'ai cru voir un truc passer par rapport à Dragon Age. J'attends le remake de Black Flag. Oui, j'ai vu ça aussi. Attends, Dragon Age Studio. Attends. Attends, mais les studios de Dragon Age, c'est BioWare. Attends. Ah non. Alors, ce qui s'est passé, c'est la directrice de Dragon Age a quitté BioWare. Non, mais BioWare ne ferme pas. C'est la direction. C'est la directrice de Dragon Age qui est partie. Remake de Black Flag, eh ben, très franchement, le remake de Black Flag, n'ayant pas fait Black Flag, ça pourrait être une occasion pour moi de le faire, tu vois. Parce qu'en plus, tout le monde a dit que c'était un superbe Assassin's Creed, tout ça. Moi, je l'avais pas fait parce que j'ai des principes de merde, voilà, parce que c'était les pirates et que moi, je voulais jouer un assassin, j'ai pas envie d'aller chez les pirates. Bon, voilà. Je sais pas si c'est entendable ou pas comme argument, mais en tout cas, moi, je l'ai pas fait pour ça, parce que j'avais un problème avec l'univers qu'on me proposait sur le coup. Mais bon, j'étais plus jeune. Peut-être qu'aujourd'hui, si on est un peu plus ouvert, tout ça, pourquoi pas. Une pépite, ouais, mais c'est pour ça. Et vu que tout le monde dit vraiment que celui-là, il est pépite, quand même dommage que je l'ai pas fait. Donc, vraiment, le remake pourrait être une occasion de le faire, ouais. De là à dire que j'attends le remake, pas plus que ça. Mais ouais, quand il sera là, je le ferai sûrement. Enfin, s'ils ont pas merdé sur le portage, sur tout ce que vous voulez, sur l'optimisation, sur voilà. Parce que si les gens disent que le remake il tourne pas bien, autant faire celui de l'époque, tu vois. Autant aller vers la valeur sûre. Dans 10 jours, l'Early Access de Space Engineer 2 sera ouverte pour les précommandes. J'ai hâte. Jamais joué à Space Engineer. Attends, je regarde. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça ressemble? Alors, Space Engineers, 30 balles, ça va?
28,99. Donc, oh, ça va. Hein. Petit jeu indé, là. Alors. Space Sandbox. Ok. Faut que tu construises. C'est des trucs. Faut que tu construises dans l'espace, c'est ça? Ah, j'ai les vidéos sur Steam, elles veulent pas se charger. Tu construis dans l'espace, t'explores des systèmes. Et il y a quand même une histoire, apparemment. Similaire au jeu auquel vous avez joué, Starfield. Ouais, je suis pas sûre, mais... Je suis pas sûre, hein. Eh, c'est joli. Eh, c'est joli, hein. Et je vois les captures d'écran, là, sur Steam, c'est plutôt joli. Non, alors très sincèrement, je m'attendais pas à une qualité visuelle comme celle que je suis en train de voir, là. Hein. Parce que en fait, il y en a tellement, tu sais, des jeux qui sont dans l'espace comme ça. Puis ils ont aussi cette fâcheuse tendance à un peu tous se ressembler, à un peu tous faire la même chose. Euh, là, je suis impressionnée de la qualité, d'autant plus pour un studio indépendant. Planète et espace, jeu bac à sable, tu construis base et engin. D'accord. Ah oui, je vois là. Effectivement, je vois des vaisseaux. Ouais, c'est construit un petit peu comme tu construirais des Lego. Les engins peut-être voitures, vaisseaux, grues, système pour miner, etc. Ouais, ouais. Bah, après, il faut voir aussi comment on te met en valeur tout ça, voilà, comment c'est emmené hein, dans le jeu, et comment tu intègres aussi l'histoire et tout. Mais en tout cas, visuellement, c'est réussi. Il y a une gestion de l'oxygène, du carburant, ouais, c'est Outer Wilds, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, on voit toutes les jauges en bas sur les... Voilà, puis t'as le jetpack et tout. Ouais, c'est cool. Avec un petit inventaire sur le devant, un petit peu à la Minecraft, finalement, qui est adapté pour les constructions. Après, il n'y a pas vraiment d'histoire. Bah, ils ont l'air de... Ah, si, hein. Si, ils disent histoire captivante. Découvrez le système d'Almagest et ouais, découvrez son histoire captivante. Hein. Captivante, hein, quand même. Le mot est lâché. Hein. Alors, écoute, je sais pas. Ils disent que c'est un jeu très ambitieux. Dans la version alpha, les gens peuvent aller en mode créatif. Une des features les plus aimées des joueurs. Voilà. Alors après, peut-être que là... Ouais, après, il y a une roadmap. Ouais, ils ont prévu du modding et tout hein, pour le jeu, apparemment. Donc, c'est bien, c'est bien. Du multijoueur et tout. Voilà, Story Campaign, ils l'ont mis... Bon, c'est pas pour tout de suite. Story Campaign, ils l'ont mis dans More to Come. Ils l'ont même pas mis dans les versions 1.1.2.5. Il y a le temps. Il y a le temps avant l'histoire. Tu sauras construire avant de connaître l'histoire de ce jeu, c'est certain. J'ai dodo, j'étais crevée, mais c'est pas grave, Malcam. C'est pas grave, hein, tu sais, il y a la VOD. Il y a la VOD. J'ai parlé de plein de trucs intéressants, plein de trucs qui ont été présentés au CES et tout. Si, euh, si tu sais pas quoi regarder et que t'as genre 1 heure, ça va te prendre 1 heure, hein. Pas plus. L'émission entière, 1 heure. Euh, Non, c'était cool. Moi, en tout cas, j'ai pris plaisir à préparer, enfin, à faire les recherches là pour le CES. Ça m'a un peu fait paniquer au début parce que je voyais le temps passer. Et puis je me disais, oh là là, j'ai 400 trucs à regarder. Et puis le problème, c'est que tu commences à noter des produits, des trucs qui ont été présentés, ta. Puis tu commences à voir la liste et puis tu dis non, mais c'est pas possible, faut faire une sélection là parce que ben, ça va pas être gérable. Et ouais, 9 produits. Mais, 9 produits, c'est bien. Non, on a bien discuté ce soir, c'était cool.
Ah, moi j'aime bien quand vous êtes comme ça. Ça fait plaisir. Mais voilà, sinon, bon, qu'est-ce qu'on attend là prochainement? Qu'est-ce qu'on attend? On attend une line-up de lancement pour la Switch, tu vois. On attend. Alors sachez que, alors ma sœur m'a dit tout à l'heure au téléphone que apparemment Nintendo, ils ont dit oui, c'est pas possible que, enfin, alors est-ce qu'ils ont vraiment démenti? Je ne sais pas, mais en tout cas, apparemment les prix qui ont été annoncés, notamment par jeuxvideo.com, de 399 $ la console. Euh, Jeuxvideo.com, ils disent oui que c'est des voilà, potentiels revendeurs, machin, nana, qui ont fournisseurs, etc., qui ont balancé l'info et Nintendo comprennent pas parce que ils ont rien communiqué à personne, semble-t-il, par rapport au prix. C'est des choses qui en général se communiquent à peine quelques jours avant la sortie. Et donc si vous voulez, rien n'est confirmé pour l'instant. Après, j'ai du mal à croire qu'elle puisse être moins chère que 399 $. Je vous cache pas. Ils ont pas eu des fuites. Si tu veux, à ce niveau-là, ça s'appelle même plus des fuites. Là, c'est Nintendo a explosé et tout est parti. Là, c'est chaud quand même. C'est chaud. 399, c'est une somme quand même. Ouais. En fait, c'est une somme d'autant plus quand tu retournes. Alors, quand tu sais que tu vas être sur un matériel qui potentiellement rivalise avec une PS4, PS4 Pro, donc t'es déjà en retard. Même si a priori il devrait y avoir de l'intelligence artificielle, du DLSS made in Nintendo, qui devrait améliorer les performances sur les jeux, etc. Bon, malgré ça, ils auraient quand même peut-être pu nous laisser un écran OLED. Bon, après moi ça me dérange pas parce qu'en général la console, moi elle est toujours dockée. Je joue sur mon écran de PC en fait, je joue pas comme ça sur le petit écran de la Switch. Donc à la limite ça me dérange pas et si ça peut faire en sorte que la console soit moins chère d'avoir un écran LCD, bah, tant mieux. Mais c'est quand même... En fait t'as l'impression que tu fais un pas en avant sur quelque chose et un pas en arrière sur autre chose. Et cette sortie, elle donne pas l'impression que tu vas avoir une nouvelle console. Et je le disais tout à l'heure, rien que dans la façon de l'annoncer, quand on te balance un tweet, des nouvelles de Nintendo avec la vidéo de présentation de la Switch 2 en dessous, enfin, envie de mourir en fait, envie de mourir. À quel moment tu annonces une console de cette manière-là? Vous avez vu ce qui se passe quand Sony annonce une nouvelle console? Le bordel que c'est. Et là, on te balance un malheureux tweet, des nouvelles de Nintendo. Ils ont même pas écrit Switch 2 dans le titre. Même pas. Même pas. C'est vraiment, on dirait, on te lance ça comme si c'était de la merde, quoi. C'est, voilà. Comme si c'était une mise à jour. Tu sais quoi, voilà. Tiens, ta nouvelle console, là. Enfin, c'est fou. Là, franchement, les gens ont dit c'est un shadow drop et ils ont pas tort. Moi, je trouve qu'ils ont tort dans le sens où on était au courant. Du coup, c'est pas un shadow drop. On était au courant. Il y a Nate, je sais pas quoi, là, qui nous a dit, je sais pas combien de temps en avance, oui, la console, elle ressemble à ça, et puis il y a ça, et puis il y a ça, et puis, en fait, ils vont l'annoncer le 16. Bah, qu'est-ce qui s'est passé le 16? Nintendo a fait un tweet. Franchement, enfin, et, et tu vois, dans un sens, je me dis, peut-être que ça s'est fait comme ça aussi, parce qu'ils sont dégoûtés, parce que de toute façon, les gens savent déjà tout. Donc, ils ont simplement dit, bon,
des nouvelles de notre part, quoi, finalement. Voilà, tenez, cette fois-ci, c'est nous, on vous le dit officiellement, mais de toute façon, vous savez déjà. Donc en fait, à mon avis, ils doivent être tellement dégoûtés que ça a même été jusqu'à se ressentir dans la communication. Tu vois? Tiens, mise à jour. Ouais, non, mais c'est vraiment ça. Enfin, moi, je l'ai vraiment pris comme si on me balançait une merde dans la gueule, quoi. Voilà, tiens, voilà. Bon, on a bossé sur un truc, là, c'est nouveau, mais bon, tiens. Voilà. C'est terrible, hein. Je comprends que ça puisse énerver, que ça puisse frustrer en interne, tout ce qui se passe, tous les leaks et tout, mais en fait, pour moi, c'est pas professionnel ce qu'ils ont fait là. Le balancer comme ça, c'est pas professionnel du tout. C'est pas sérieux du tout. De la part d'une boîte comme Nintendo, t'as l'impression que c'est un enfant qui est pas content et qui a dit hey, fuck this shit. Tu vois? Vraiment. Je le vois comme ça, quoi. C'est voilà, l'enfant pas content qui subit et qui fait son caprice et qui balance comme ça, et puis tant pis. Nintendo, faut qu'ils comprennent qu'il faut des jeux à mettre en avant et pas de l'ancien. Ouais, ouais, bah c'est ce que je disais quand on en discutait là sur le Discord. Bon, alors c'est vrai, tout le monde ne suit pas forcément les discussions du Discord, mais on papote hein, quand même. mais, euh, mais oui, oui, enfin, moi c'est le reproche que je fais à Nintendo, c'est sa line-up de jeux. Pour moi, tu dois pas présenter une nouvelle console avec les mêmes licences, les mêmes jeux que la console précédente. Évidemment que c'est bien d'avoir des mascottes, évidemment que toutes les consoles, tous les constructeurs ont des licences phares qui reviennent, etc. C'est pas la question, évidemment. Mais là, ça va être quoi la line-up de sortie? Ils disent 20 jeux quand même, a priori, d'après les leaks. Encore une fois, si on croit les leaks, on a envie de les croire hein, quand même à force là. Il y aurait 20 jeux, bon, on est sûr qu'il va y avoir un énième nouveau Mario Kart, parce qu'on l'a littéralement vu dans la vidéo de présentation, mais enfin voilà, on va nous mettre un Mario Kart, et puis après quoi, dans pas longtemps, il y aura un Mario Party, et puis après, ils vont sortir un nouveau, peut-être, ou un remake, ou un truc de Mario encore en 2D, et puis les leaks théories disent que Odyssey 2 sera sur Switch 1 en plus. Bah, après, les jeux, bon, alors ce serait dommage, faudrait qu'ils soient sur deux. Les jeux marchent entre les deux consoles. Alors après, ils ont dit que les jeux fonctionnent entre la Switch 1 et la Switch 2, sauf certains qui passeront pas. Ceux qui passeront pas, c'est typiquement les trucs de Nintendo Labo, les choses comme ça qui sont un petit peu plus spécifiques. Euh, et ces choses-là les empêchent finalement de marquer que tous les jeux sont compatibles. Mais tous vos jeux seront compatibles en théorie, tous ceux que vous possédez en physique ou dématérialisé d'ailleurs, il n'y aura pas de souci. Mis à part les quelques particularités de type Nintendo Labo. Voilà. La Switch est... Mais par contre, Odyssey 2, c'est un grand oui. Hein. Mais par contre, Odyssey 2, enfin, faut qu'il sorte sur la 2, pas sur la 1. Là, ce serait une très grosse déception par contre qu'il sorte sur la 1. Odyssey et Breath of the Wild ont largement porté le lancement de la Switch. Oh bah tu m'étonnes, oui, oui, c'est sûr. C'est sûr. La Switch est sortie en mars 2017 avec Breath of the Wild. En octobre, il y avait Mario Odyssey. Et en décembre, il y avait Xenoblade Chronicles 2. Ouais. Oui, en fait, moi, la console, c'était bah, du coup ma sœur qui l'avait acheté. Elle a acheté la console. Moi, j'ai acheté quasiment tous les jeux. Et... Et on l'avait eu pour Mario Odyssey. Et j'avais fait Mario Odyssey le 25 décembre. Donc, bah, elle avait aussi Breath of the Wild. J'avais lancé le jeu, je l'avais très vite fermé. J'avais fumé Mario Odyssey. En un jour et demi, quoi. Vraiment, j'ai fumé Mario Odyssey. À Noël.
Et vous voyez comme quoi, hein. Comme quoi, je critique Nintendo, mais je passe des bons moments aussi des fois avec Nintendo quand ils font des bons jeux. Quand ils font des jeux comme ils savent faire. Quand ils font des jeux qui ne sont pas dans le réalisme. Bah, c'est super, c'est ça Nintendo. Mais oui, évidemment, c'était une grosse hype, ouais, tu m'étonnes. Mais après, j'ai souvenir que dans la pochette où il y avait les jeux, il y avait des trucs genre Sonic Forces, des trucs... bon, des Rayman, je crois. Tu vois, t'avais un peu des trucs comme ça qui étaient sortis aussi au début et que t'avais souvent dans les packs quand tu achetais la console. Et puis t'avais Breath of the Wild, Mario Odyssey, tout ça. Les Leak Theory disent que Odyssey 2 sera sur Switch 1. Non mais ça me... Ça, je n'aime pas ce leak. Autant te dire que celui-là, s'il pouvait être faux, ce serait quand même mieux, hein. Après, peut-être qu'ils disent qu'il sera sur Switch 1 parce que bah il y a la rétrocompatibilité, tout ça, et même s'il sort sur la 2, tu pourras y jouer sur la 1, et peut-être, enfin, tu vois. Dire qu'il sera sur la Switch 1 n'est pas un mensonge vu que les jeux de la 2 passent sur la 1. Les gens qui n'achèteront pas la Switch 2, ça les empêchera pas de faire les nouveaux jeux. Enfin, quoique, non, ça, on n'est pas sûr. Ça, on n'est pas sûr. C'est vrai, ça, d'ailleurs. Parce que les jeux de Switch 2 prennent ceux de Switch 1, c'est une chose. Mais l'inverse n'est pas forcément vrai. L'inverse n'est pas forcément vrai. Dans tous les cas, vaut mieux changer de console, bon, ça, c'est évident. J'avais pas vu les news. Metroid Prime 4, c'est pour 2025, Switch 1 aussi. Mais du coup, Silksong, Switch 2, hein. Est-ce que vous avez vu l'histoire? Non, mais est-ce que vous avez vu le délire? J'ai vu un post de Blue qui a vu un tweet du compte perso de William Pellen, qui est donc un des développeurs de chez Team Cherry, qui a posté un truc et puis ça fait un lien avec une recette de cuisine d'un cake au chocolat. Et puis en fait, quand tu regardes sur le site, la date du cake au chocolat qui a été posté, ça date du 2 avril 2024. Et le 2 avril 2024, c'est la date qui a été annoncée par Nintendo pour annoncer la console et la line-up de sortie. Et du coup, Blue, il s'est mis dans la tête que Silksong va être annoncé le 2 avril, en même temps que la line-up de sortie de la Switch 2. À cause d'une recette de cuisine de cake au chocolat postée par William Pellen. Écoutez, franchement, si ça s'avère vrai, c'est une folie. Parce que il fallait aller faire le lien entre tout ça quand même, hein. Il fallait, hein. Mais franchement, si à la prochaine conférence Nintendo, on a des nouvelles de Silksong, vraiment, on va prendre un fou rire, hein. Parce que sachez que l'annonce sera venue d'une recette de cake au chocolat postée sur un site de cuisine le 2 avril 2024. Tout ce que je dis, c'est que je vais encore faire des points chez Chiche. Ouais, bah ouais, ouais. Et puis tu dois être riche là, à force. Parce que bon, j'imagine qu'à chaque fois tu paries qu'il n'y aura pas de news de Silksong. J'imagine. Tu n'es pas fou au point de dire oui, oui, on va avoir des news quand même. Par contre, la prochaine fois, méfie-toi quand même, hein. Là, il y a quand même un. Le doute sera permis la prochaine fois, hein. Presque le million, j'aimerais coller un URSAF. Incroyable. Incroyable. L'URSAF, il met combien l'URSAF? C'est 100 subs? Un truc comme ça? Je sais que Zera fait ça aussi. Quand tu donnes, je sais plus combien, si c'est 5 millions ou...
Il me semble, chez Zera, si tu donnes 5 millions de points de chaîne, il offre 100 subs. 5 subs, je crois, ou 10. Ouais, bah après, c'est pas les mêmes revenus entre Shishiyu et Zerator, donc c'est normal. Ils sont pas sur un pied d'égalité, on va dire. Dans tous les cas, au moins, il offre des subs, j'ai envie de vous dire. Voilà. C'est tout à son honneur. À chaque Gamble Silk Song, il se coltine. Putain, j'arrive plus à parler, je suis désolée. Une dizaine d'URSAF. Ouais, mais les gens, ils aiment bien faire ça aussi, ils mettent tout d'un coup. Donc oui, après, par contre, ça peut lui faire une cinquantaine, voire une centaine à faire d'un coup, parce que tout le monde se lâche, quoi. Ah, bah c'est sympa, c'est sympa. Enfin bref, voilà, hein, voilà. Quoi vous dire d'autre? Quoi vous dire d'autre? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pour la semaine prochaine, je sais de quel jeu indépendant je vais vous parler. Par contre, pour l'instant, j'ai aucun triple A. Voilà, sachez-le. J'ai aucun triple A, donc je ne sais pas trop quelle tête va avoir l'émission de la semaine prochaine. Sachant que la semaine prochaine, c'est une semaine un peu compliquée pour moi. L'émission est le vendredi. J'ai un rendez-vous le mardi, un rendez-vous le jeudi. J'ai un truc aussi le vendredi. Donc, c'est un peu compliqué pour moi la semaine prochaine, je vous cache pas. Mais en tout cas, j'ai des jeux indépendants. Mais je sais pas si j'aurai des triple A intéressants d'ici là. En tout cas, pour l'instant, je n'ai rien noté de folichon. Alors, à moins que j'ai raté des triple A dingo, mais en général, quand même. En général, on les voit venir. Peut-être qu'il faut que j'étende un petit peu mon champ d'intérêt vers des genres, peut-être que d'habitude je vois moins, pour essayer de trouver quelque chose à vous présenter. Mais en tout cas, pour l'instant, voilà. Ça va bientôt arriver, les triple A, là, à partir de février. Mais c'est vrai que là, janvier, c'est un petit peu compliqué. Enfin bref, bon, il est 23h passées, les amis. Finalement, on a fait 1 heure de plus que ce qu'on avait prévu à la base. Donc, moi, je vais vous laisser. Alors, quand je vous ai... quand j'étais sur le point de couper tout à l'heure, je disais que demain, samedi, sur Glyphica, un roguelike dactylographie. Donc on se fait ça comme d'habitude à 20h30. Si on n'a pas trop le... Enfin, je connais pas trop la durée de vie du jeu, donc on verra si on continue dimanche soir ou pas. Et puis après lundi, je vous donnerai le planning de la semaine prochaine. Voilà. Sur ce, je vous mets les sources et le générique. Et je vous dis à demain, et sinon à la semaine prochaine, évidemment, pour hashtag. Des bisous.